vous allez être concentrés, j'en suis sûre. J'en suis sûre parce qu'on va accueillir dans un instant notre conférencier de cet après-midi. Il s'appelle Ilian Moundib. Il est ingénieur centralien de Lyon, spécialiste des questions de résilience climatique et auteur de la note c'est pas facile à dire. Institutionnalisons la sobriété hydrique pour l'Institut Rousseau. Je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir. Il est avec nous pour une petite heure et vous pourrez lui poser vos questions d'ici 50 minutes environ. Merci beaucoup, Ilian. Je vous fais signe si jamais. C'est beau. Bonjour à toutes et tous, merci. C'est un grand honneur pour moi d'être ici à cette rencontre pour essayer de vulgariser avec vous les enjeux liés au cycle de l'eau. Je remplace au pied levé mon amie Charlène Descolonges, qui est ingénieure hydrologue et qui a dû malheureusement, qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui pour des raisons de santé. Et je vais essayer, lors de cet échange que nous allons avoir pendant une heure, de vous vulgariser, de vous faire comprendre en fait les enjeux liés au cycle de l'eau dans un contexte français. Pour cela, je vais m'appuyer sur... Alors attendez, il faut que ça marche. Hop. Voilà. Donc, pour ça, je vais m'appuyer sur un travail que j'ai réalisé pour un laboratoire d'idées qui s'appelle l'Institut Rousseau. Moi, donc, comme ça a été présenté, je suis ingénieur généraliste et je travaille sur les enjeux de résilience climatique. En particulier, j'ai accompagné beaucoup de groupes, de grands groupes français et internationaux sur l'analyse de leurs risques climatiques. Donc moi, j'ai un panorama de physicien, c'est-à-dire que j'utilise les modèles climatiques pour voir le nombre de jours en plus de vagues de chaleur sur un endroit, l'augmentation du stress hydrique, en définir ensuite les caractéristiques de vulnérabilité et voir comment on peut s'adapter, comment on peut en fait faire face à une contrainte qui est désormais irréversible. Dans mes travaux, j'ai également pris le parti d'avoir un positionnement public à travers cette note que j'ai réalisée pour l'Institut Rousseau et le collectif Pour un réveil écologique, qui propose des modalités pour s'adapter à la crise de l'eau qu'on a connue notamment lors de l'année 2022. C'est une note qui propose des mesures de politique publique, une trentaine, pour institutionnaliser la sobriété hydrique. Elle se déroule en 4 parties. Une première partie plutôt d'introduction générale, une deuxième qui traitera des questions agricoles, une troisième qui traite des questions industrielles et de la production électrique, notamment nucléaire, et une dernière sur l'eau domestique et sur l'eau au robinet. Pour commencer cette rencontre, je voudrais vous rappeler les éléments qu'on a eus il n'y a pas si longtemps. L'histoire s'accélère, le contexte politique aussi, mais les conséquences du changement climatique s'accélèrent également. Et on a vu lors de l'année 2022 des conséquences absolument incroyables sur notre pays, en termes notamment de stress hydrique et de sécheresse qu'on a vu. On a vu plusieurs communes qui ont dû être ravitaillées en eau potable. On a eu aussi 3 vagues de chaleur très importantes, 33 jours de vigilance canicule, 95% des départements concernés et une surmortalité d'environ 3000 décès pendant les canicules. On a également vu 1261 cours d'eau asséchés au 1er août, des déficits de précipitations sur le mois de juillet qui était une division quasi par 10 des précipitations attendues et des impacts extrêmement forts sur l'agriculture française avec des rendements diminués de 25% et un bon panorama d'acteurs industriels qui ont dû cesser leur activité du fait de sécheresse prolongée. Et ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que cette dynamique, c'est ce qu'on va devoir affronter dans les années à venir. Je vous remets une situation du Haut Conseil pour le climat, donc l'organisme de référence du gouvernement pour l'analyse et la prospective climatique. Je lis, je cite, « Les températures records de l'année 2022 correspondront à la température moyenne en France à horizon 2050-2060 pour un niveau de réchauffement planétaire qui atteindrait 2 degrés. » Ça veut dire qu'en fait, si on tient nos objectifs de l'accord de Paris, ce qu'on ne fait pas pour le moment, en fait, on devra gérer l'été 2022 en moyenne tous les étés. En moyenne veut dire qu'on aura aussi des extrêmes plus hauts et donc des choses plus difficiles encore à gérer. Je voudrais continuer un peu sur cet enjeu de compréhension de l'irréversibilité climatique avec cette figure du Haut Conseil pour le climat. C'est son dernier rapport, enfin, il y en a un nouveau rapport qui est sorti aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de consulter pour le moment. Et cette figure est un peu compliquée, mais on va la faire progressivement.
Je vous présente ici, du coup, vous pouvez reconnaître notamment les climate strips, les bandes climatiques. Les bandes climatiques, ce sont simplement en fait les niveaux de réchauffement par rapport à l'ère industrielle. Quand vous êtes sur une couleur bleu-verte, vous êtes sur un réchauffement de 0, c'est-à-dire en fait les conditions pré-industrielles. Et vous avez en haut trois Français, selon leur naissance. Un Français né en 1950, un Français ou une Française née en 1980 et une autre née en 2020. Et on prend cette année 2022 et on voit déjà que pour cette année 2022, on n'est plus du tout dans le bleu, on est dans le jaune. En France, le réchauffement climatique a induit une augmentation de température déjà de l'ordre de 1,7 degré, presque sur les 2 degrés. La France se réchauffe et l'Europe en général se réchauffe plus vite que la moyenne du monde. Et vous voyez surtout 3 scénarios possibles. Je vais vous définir ces scénarios. Le premier scénario, c'est le scénario bleu. Le scénario bleu, c'est le scénario 2 degrés. C'est le scénario de l'accord de Paris. Et vous voyez qu'en fait, dans ce scénario-ci, on se retrouve dans une situation où, en fait, l'année 2022, ça sera tout le temps comme ça. On voit en fait sur cette figure-là que le changement climatique a une caractéristique fondamentale que l'on ne présente pas assez. Il est irréversible. Irréversible veut dire que même si demain matin on arrête nos émissions, on resterait coincé à 1,7 degré du fait des dynamiques d'élimination compliquées du CO2 dans l'atmosphère, sur lequel je pourrais revenir lors de la phase de questions. Le deuxième scénario, le scénario que vous avez en orange, c'est le scénario qu'on appelle émission intermédiaire. C'est le scénario qui a été pris par le ministère et M. Christophe Béchu lors de l'initiative pour s'adapter à 4 degrés. Ça correspond à un réchauffement climatique mondial de 3 degrés qui fait référence en fait au fait que tous les engagements pris par les différents pays lors des différentes COP soient tenus. Ça nous mène environ à 3 degrés de réchauffement, ce qui correspond à 4 degrés en France. Vous voyez du coup déjà qu'il y a une différence extrêmement importante entre les deux. Vous voyez par exemple que dans ce cas, un Français né en 1950 n'aura connu du coup dans sa vie autour que de 1 degré, 1,5 degré de différence par rapport à la mort, alors que sur le scénario d'émission intermédiaire, on est déjà à quasi plus 2, plus 3 degrés pendant l'intégralité de la vie. Et si on regarde le scénario de forte émission, ça c'est un scénario où on aurait un retour en arrière par rapport aux objectifs climatiques, les objectifs ne seraient pas tenus. Dans ce cadre-là, on aurait une France largement à plus 6 degrés ou des choses comme ça, et donc une différence entre aujourd'hui et maintenant de plus de 4 degrés. La bonne métaphore à chaque fois pour comprendre l'impact d'un réchauffement, c'est le niveau de fièvre. Quand vous avez 1 degré de plus de fièvre, par rapport, si vous êtes de 37 à 38, vous le ressentez, et si vous êtes quasi à plus de 4 degrés, vous êtes dans une situation critique. Autre chose extrêmement importante à comprendre, le réchauffement climatique n'est pas quelque chose de linéaire, c'est-à-dire qu'il marche par effet de seuil. C'est-à-dire, par exemple ici, vous avez une dynamique voilà, qui est l'élévation du niveau de la mer, et vous voyez que cette dynamique d'élévation du niveau de la mer en France, dans tous les scénarios, elle continue à augmenter. C'est dû au fait que quand votre eau se dilate, elle se réchauffe, elle prend plus de place, et ensuite elle est emmenée dans les courants océaniques, et du coup, la dynamique d'élévation du niveau de la mer, elle est enclenchée pour des décennies et des siècles. Et vous avez un scénario qui est très important de comprendre, c'est celui-là, le scénario à faible probabilité et fort impact, qui nous mène à un doublement de l'élévation du niveau de la mer dans un scénario de forte émission qui correspondrait en fait au déclenchement de points de bascule climatique. On parle en général du permafrost, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est-à-dire des phénomènes d'emballement climatique. Le permafrost, je le rappelle rapidement, c'est simplement un sol gelé en Arctique, et une fois que ce sol-là va fondre, il va libérer du méthane qu'il contient. Ce méthane participe au réchauffement climatique, qui participe à faire fondre le permafrost. La chose très importante à comprendre, c'est que tous ces points de bascule, d'après le GIEC, se situent après les 2 degrés. A priori, selon le consensus scientifique. D'où l'importance de réaffirmer cette idée de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Mais on va essayer de voir ce qui se passe si on ne le limite pas à 2 degrés, dans le cas français et dans le cas de l'eau. Je termine mon introduction avec cette figure qui est aussi extrêmement importante. Vous voyez du coup plusieurs types d'infrastructures, une habitation occupée entre 40 et 100 ans, une installation industrielle et puis un pin planté ainsi qu'une production agricole. Et vous voyez qu'en fait, au moment où on a dimensionné ces infrastructures, elles arrivaient dans un scénario d'un réchauffement climatique de 0,1, et pourtant elles vont continuer leur vie sur des niveaux de réchauffement climatique bien plus importants. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Ça veut dire qu'en fait,
dimensionner nos infrastructures industrielles, dimensionner nos routes, dimensionner n'importe quoi sur les conditions climatiques passées n'a plus aucun sens, puisque le changement climatique est irréversible et qu'il faut du coup prendre en compte les futurs possibles dans le dimensionnement de nos infrastructures, que ce soit dans leur fabrication ou dans leur fonctionnement. Je continuerai du coup avec cette citation de Frédéric Legrand qui nous dit qu'il est pardonnable de perdre, mais il n'est pas pardonnable d'être surpris. Sur le changement climatique, c'est exactement le cas. On sait, les scientifiques nous donnent les données pour agir, et donc il faut qu'on puisse se préparer avec des mesures qui sont à la hauteur de l'enjeu et appuyées sur un diagnostic scientifique clair et précis. On rentrons maintenant sur notre question du cycle de l'eau, et je vais commencer de façon un peu provocatrice à vous dire qu'en fait à peu près tout ce que nous connaissons sur le cycle de l'eau, ce qu'on nous a appris à l'école, est grossièrement faux. Ici je vous ai mis le schéma du cycle de l'eau. Donc en fait quand on nous a appris à l'école, c'était on a les mers, ça chauffe, on a de l'évaporation, cette évaporation va par le vent, ensuite on a une condensation, des précipitations, du ruissellement et on revient à la mer. Sauf qu'en fait, dans cette équation-là, on oublie quelque chose de fondamental qui s'appelle les végétaux. En fait, les végétaux, la végétation crée les précipitations. Si nous n'avions pas de végétaux, nos précipitations continentales s'arrêteraient à 500 km, 1000 km des côtes. C'est ce qu'on appelle l'eau verte. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que les précipitations continentales, c'est-à-dire que nous retrouvons sur nos continents, elles sont dues aux 2/3 issus de ce qu'on appelle l'évapotranspiration, donc simplement l'eau verte, la transpiration des végétaux, et 1/3 issu de l'évaporation, c'est-à-dire donc le cycle de l'eau classique. Donc ça c'est extrêmement important et donc ça nous liera sur la suite de notre exposé sur les questions d'artificialisation, sur les questions de renaturation pour essayer de faire face à cette accélération du cycle de l'eau. Deuxième élément très important, il y a 2 cycles de l'eau. Il y a un grand cycle, le grand cycle c'est le cycle naturel, et le deuxième c'est le petit cycle de l'eau. Le petit cycle de l'eau, c'est l'eau que vous avez à votre robinet. C'est un cycle local qui commence par un prélèvement, d'accord, dans une source. L'eau que vous avez au robinet est une ressource locale. Et donc, en réalité, vous avez un prélèvement sur un cours d'eau. Vous avez ensuite un phénomène de potabilisation. Vous les stockez dans des châteaux d'eau, vous les distribuez, et ensuite vous allez dans les égouts, eaux usées, traitement et rejet. Donc, vous avez un cycle tout à fait local. Vous voyez bien que, par exemple, si le cours d'eau sur lequel on puise l'eau que je vais avoir au robinet est asséchée, et on a des soucis d'approvisionnement et donc on ne peut pas, par exemple, envoyer de l'eau de Marseille directement à Paris. C'est impossible. Donc l'eau, très important, deuxième message à comprendre, c'est une ressource locale, donc qui doit être gérée localement. Chose aussi extrêmement importante à comprendre, c'est que l'eau, en fait, c'est du pétrole. C'est exactement la même chose. Pour capter de l'eau des eaux de surface, on a besoin d'énergie. Soit on capte directement les débits des rivières, des lacs et des cours d'eau, soit on pompe directement dans les eaux souterraines, c'est-à-dire qu'on fait des études, des forages, et puis qu'on sort l'eau des nappes phréatiques et on l'exploite, et donc en fait on accélère le cycle de l'eau par cette façon-là. En France, on a du coup des graphiques d'usage de l'eau qui sont comme ça. Il y a 2 éléments importants à comprendre. L'eau prélevée, c'est toute l'eau qui va être utilisée pour les activités humaines. L'eau prélevée, aujourd'hui, elle est concentrée par le refroidissement des centrales nucléaires en grande partie. Donc c'est 50% de l'eau prélevée. Sauf qu'une grande partie de cette eau prélevée, elle est directement rejetée dans le milieu, d'accord ? Notamment dans les centrales nucléaires, on a une petite augmentation de température et ensuite elle est rejetée. Le deuxième élément, si on regarde l'eau consommée, c'est-à-dire de l'eau qui va être évaporée ou qui ne revient pas à l'endroit où on l'a prélevée, là on a un schéma qui est tout à fait différent. Le schéma ici, ça va être l'agriculture qui va représenter 58% de l'eau consommée, avec des ordres de grandeur, donc 33 milliards de mètres cubes prélevés dans le cadre de l'eau du coup prélevée, et parmi ces mètres cubes prélevés, on en a 5,6 milliards qui sont directement consommés dans le cycle de l'eau. Autre chose extrêmement important à comprendre, c'est que parler de sécheresse n'a aucun sens. Il y a plusieurs types de sécheresse qui se propagent les unes des autres. Avec le changement climatique, vous avez un phénomène d'augmentation de l'évapotranspiration et de l'évaporation. Vous avez également une restructuration des schémas de précipitation. Des endroits humides vont le devenir moins, des endroits vont avoir aussi beaucoup plus d'eau. Une sécheresse, ça se propage du ciel vers le sous-sol.
Le premier type de sécheresse, je vous ai mis une figure ici du collectif The Shift Project qui détaille extrêmement bien ces éléments-là. La première sécheresse, ça va être une sécheresse météorologique, comme on a eu en 2022 par exemple, c'est-à-dire moins de précipitations. Cette sécheresse météorologique, elle se traduit ensuite par une sécheresse agronomique, agricole, des sols, moins d'eau et des températures plus importantes, donc plus d'évaporation et des sols plus secs. Et si on a des sols plus secs, on se retrouve dans une situation où on va avoir des nappes phréatiques qui vont être moins remplies, puisque moins d'infiltration d'eau. Et puisque ces nappes phréatiques communiquent allègrement par tout un tas de mécanismes avec nos cours d'eau, nos rivières, eh ben, on va avoir des débits des fleuves qui vont être asséchés. En partie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sécheresse hydrologique. Vous voyez que ces trois types de sécheresse, elles communiquent. Et là, du coup, lorsqu'on parle de sécheresse, il faut parler précisément soit de sécheresse météorologique, soit de sécheresse agronomique, soit de sécheresse hydrologique. Ce que je vais vous montrer ici, c'est les projections climatiques. Donc ça, c'est mon travail. C'est grosso modo, j'utilise les données de Météo France pour essayer de regarder comment évolue tout un tas d'indicateurs et ensuite de voir pour les entreprises les conséquences sur le business model à horizon 2030, 2040, 2050. Ici, je vous ai mis le premier indicateur qui m'intéresse. J'ai pris le scénario RCP 8.5, donc ça c'est le scénario plutôt forte émission, d'accord ? Et je vous ai affiché le nombre de jours, donc ici vous avez la normale, d'accord ? Sur le nombre de jours maximal secs consécutifs, c'est-à-dire de jours sans précipitation. Donc sur cette figure, le nombre de jours secs consécutifs, on arrivait sur un ordre de grandeur de 30, et je vous ai affiché les résultats des projections climatiques de Météo France sur ces nombres de jours secs consécutifs. Vous voyez que vous avez une augmentation très importante de l'ordre de au moins entre une dizaine et une vingtaine de jours sur toute la partie sud du territoire, la Corse et tout le fronton et toute la partie ouest. C'est aussi un souci puisque on a beaucoup d'activités agricoles à cet endroit, on va le voir juste après. Si on regarde ensuite la deuxième typologie de sécheresse que je vous ai présentée, ici vous avez la sécheresse des sols. Donc la sécheresse des sols, on l'a définie sur une baseline, donc c'est pour ça que tout est uniforme sur la période de référence. Et vous voyez une augmentation très importante des niveaux de sécheresse. Quand on est rouge, on considère que c'est des niveaux de sécheresse des sols très secs, c'est-à-dire vraiment une modification profonde, attendue de tous nos agrosystèmes par rapport à leur capacité à séquestrer l'eau et par rapport du coup à tout ce qu'elles vont abriter. Et ce qui est très important à regarder, c'est qu'on peut aussi regarder les débits des cours d'eau et des nappes. Et vous voyez ici, donc dans cette figure du BRGM, ça c'est des projections malheureusement dont il nous faudra plus qu'elles soient refaites. Ça date un peu de 2013 ces projections-là, mais vous avez à 2050 grosso modo le débit des différents cours d'eau, c'est-à-dire comment les débits des rivières et des cours d'eau vont évoluer en France. Pas de surprise, la plupart des débits des rivières et des cours d'eau diminuent. C'est-à-dire que vu que vous avez des sécheresses météorologiques plus importantes, plus d'évaporation, et du coup des nappes qui se remplissent moins, vous avez des débits qui sont très affectés, en particulier sur toute la partie sud-ouest du pays. Vous savez par exemple, ça fait très régulièrement déjà la une de l'actualité que les Pyrénées-Orientales et en particulier toute la Catalogne, en prenant en compte l'Espagne, est en cours de désertification, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des sols extrêmement secs, des débits très 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 bas, des débits d'étiage très bas, et donc un phénomène vraiment de désertification qui revoit complètement du coup les modalités des activités que l'on peut mener. En particulier dans cette région, dans le Var, la communauté de communes de Fayence, face à cette situation, a décidé de suspendre tout permis de construction. C'est-à-dire qu'en fait, physiquement, on se retrouve contraint en termes de politique publique à interdire, à faire de l'écologie punitive, terme qui n'a aucun sens, mais on doit gérer la contrainte parce qu'on ne l'a pas gérée en amont, parce qu'on ne s'est pas préparé comme cela. Et encore une fois, là, je ne suis pas sur un point de vue idéologique, je présente simplement les résultats des modèles climatiques et donc ce qui est dans les mains des décideurs pour décider. Et ici, la physique rattrape malheureusement un certain nombre de volontés politiques. De même, je vous ai mis le même graphique du BRGM.
sur les diminutions des remplissages des différentes nappes phréatiques qui se retrouvent. On a des diminutions du coup quand on est en gris à quasi 50% des remplissages de ces réservoirs et sur l'intégralité du territoire une diminution assez forte de ces remplissages. Donc ça c'est vraiment une tendance climatique très importante à comprendre avec l'eau. Plus on va aller loin dans le changement climatique, moins on aura d'eau. Plus les débits des fleuves seront faibles, plus nos sols seront secs et plus moins nos nappes seront remplies. Et c'est un drame en particulier pour quelque chose que vous aimez toutes et tous peut-être, c'est la production viticole. Donc cette production viticole, là je vous l'ai mise sur les différentes, donc vous avez du vin blanc, rose, rouge et autres, et vous l'avez, où est-ce que c'est produit? En général on n'irrigue pas les vignes, mais plus on a un sol sec, plus on va avoir besoin d'utiliser de l'irrigation. Et en fait ces conditions climatiques, elles vont changer durablement les pays qui vont être en mesure de produire du vin. Et je vous le donne en mille, on risque de perdre notre production de vin au profit des Anglais. Voilà. Donc le changement climatique, si je peux vous le dire autrement, si on va trop loin, on va se retrouver avec du vin de Brighton, du vin de Bournemouth ou des éléments comme ça. Et moi j'ai vécu en Angleterre personnellement et je pense pas qu'ils soient capables de faire quelque chose de bien. Donc voilà. Non mais sur la production, on va dire, de vin. Non mais c'était une boutade, mais simplement pour expliquer que structurellement, toutes les conditions de production, notamment agricoles, vont changer. Les Anglais, par exemple, vont avoir une remontée en général des conditions agroclimatiques de production. On aura donc un climat beaucoup plus proche de celui des Espagnols, voire du Maghreb, tandis que ce côté anglais, on va avoir du coup une remontée du climat qu'on avait pour propice à notre agriculture. Donc ça, c'est aussi des tendances à anticiper pour les types de production qu'on veut réaliser et voir si on va être contraint physiquement dans l'avenir. Donc ça c'est des éléments très généraux. L'eau c'est bien entendu un bien vital. 3 jours sans eau et vous êtes mort. Et l'eau c'est aussi un bien commun ou un commun, c'est comme l'air. Donc c'est ce qui nous impose et c'est ça l'objectif de la note, il faut organiser son partage. Et c'est ça l'idée, c'est face à des contraintes physiques, comment on peut s'y préparer et organiser le partage de l'eau, puisque si on n'organise pas le partage de l'eau, on va se retrouver avec des tensions type événement de Sainte-Soline, c'est-à-dire des conflits d'usage forts pour l'accaparement de la ressource. Donc il faut organiser son partage. Je vais dire un mot rapidement sur la question agricole. Quand on fait une analyse de risque climatique comme ce que je vous présente, en réalité, on fait deux choses. Là, ce que je vous ai montré au début, c'est une analyse d'exposition. C'est-à-dire, je regarde comment le climat évolue. Et maintenant, je vais regarder des activités économiques et je vais regarder, en fait, les caractéristiques de vulnérabilité. C'est-à-dire, quel type d'activité va exacerber l'effet de mon aléa climatique. Pour l'agriculture, c'est assez simple. Je vais aller assez vite sur l'agriculture, mais je pourrais dire de plus en plus de mots. Et selon en fait le type de production que vous allez réaliser, vous allez consommer plus ou moins d'eau. En particulier, vous avez un type de production qui est la production de maïs grain ou de maïs semence, qui représente quasi 32% des surfaces irriguées. Vous voyez aussi que on n'irrigue pas, il n'y a pas un besoin d'irrigation pour tous les types de cultures en France, puisqu'on avait des précipitations assez abondantes. On utilise plutôt dans le sud des eaux de surface, tandis que lorsqu'on remonte un peu sur la moitié nord-nord-ouest, on utilise plutôt des eaux souterraines. D'accord ? Ici, en fait, on profite du débit du Rhône et du canal de Provence en particulier. Et donc, en réalité, vous avez des cultures. Donc ici, c'est la répartition des surfaces irriguées. C'est-à-dire que vous avez des productions, notamment un tiers, qui est concentré par la production de maïs grain et de maïs semence. Ce maïs grain et ce maïs semence, en fait, ils rentrent dans un schéma de compétition internationale, c'est-à-dire qu'en fait, la France suit le marché mondial, c'est-à-dire exporte de plus en plus de céréales pour nourrir de plus en plus de bêtes dans le monde et aussi du coup pour dégager un maximum d'excédents commerciaux. Et c'est dans ce cadre-là en fait qu'il y a une bonne partie de la souveraineté alimentaire de notre territoire qui a été perdue, puisqu'en fait on produit avec des modes culture très très intenses en eau des productions qui sont vouées à être exportées et donc qui remettent en cause en partie, qui prennent la place de productions qui pourraient servir à nous nourrir ou avoir une autonomie alimentaire plus importante. Je vous ai mis également la tendance mondiale sur la viande. La viande demande énormément du coup d'eau, notamment parce que du fait de la production céréalière qu'il faut générer pour pouvoir avoir du coup cette nourrir les différents bétails. En fait, vous avez
d'après la FAO, en 60 ans, la production mondiale de maïs et de blé qui ont été multipliées respectivement par 5,6 et 3,4. Et sur la même période, les cheptels bovins, ovins, porcins et caprins ont presque doublé. Et je vous le donne en mille, le nombre de volailles a été multiplié par 8. Donc en fait, cette tendance d'accélération de la consommation de viande partout provoque une accélération du cycle de l'eau, puisqu'on a besoin de plus en plus d'eau pour produire du maïs, pour produire en fait les denrées qui vont nourrir ces animaux. Et donc, vous vous rendez compte ici de quelque chose d'assez saisissant, c'est que nous accélérons nous-mêmes le cycle de l'eau sans changement climatique. Je vous ai présenté au début le changement climatique, évaporation, donc plus un cycle de l'eau qui s'accélère, un grand cycle de l'eau qui s'accélère, mais vous avez du coup également cette tendance lourde, on prélève et on pompe toujours plus d'eau pour des usages agricoles en particulier, mais aussi d'autres, et donc en fait on réinjecte artificiellement de l'eau en plus, et donc on accélère ce cycle de l'eau. Je vais donner ici la première solution qu'on défend sur la note pour essayer de s'adapter, en tout cas dans le cadre de l'agriculture. C'est une idée qui est défendue par mon ami du coup Charlène Descolonges sur une autre vision du cycle de l'eau dans l'agriculture. C'est ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative. L'hydrologie régénérative, elle se base sur un triptyque eau, sol, arbre, et elle a pour objectif en fait de ralentir progressivement, ralentir, répartir, infiltrer et stocker toute l'eau des précipitations. En particulier, quand vous avez une utilisation très importante de pesticides et d'engrais, vous avez des sols qui vont être moins vivants. Si les sols sont moins vivants, ils sont moins à même de retenir l'eau également. Et donc l'idée, c'est en fait de jouer sur la topographie de la parcelle agricole pour en fait faire tout un tas de petites baissières, retenues collinaires, etc. Très important, on n'a pas d'artificialisation en bas de ces types de structures, et donc en fait on va ralentir la circulation de l'eau et on va infiltrer progressivement l'eau dans les différentes typologies, dans le sol, et on va ralentir sa circulation. Ça, c'est la première dimension, c'est le key line design, c'est la dimension de gestion de l'eau simplement par la topographie. Et en plus, ça permet du coup de ralentir le cycle de l'eau et on peut le régénérer ensuite avec les techniques plutôt d'agroécologie et d'agroforesterie. Voilà, c'était les deux autres triptyques qu'on avait, sol, arbre. Les pratiques d'agroécologie, elles permettent de revivifier les sols. On fait des rotations de cultures, donc on réintègre des nutriments dans les sols, on réintègre de la biodiversité et on rend des cultures en fait moins dépendantes de la ressource en eau d'un côté et moins vulnérables aux différents ravageurs. Comment on fait? En fait, au lieu de cultiver une denrée génétiquement très précise avec un rendement très important, eh ben on diversifie pour que ça soit le plus résilient possible. En particulier, plus on va aller loin dans le changement climatique, moins on va être capable de maîtriser l'impact d'un environnement sur nos différentes denrées. D'accord ? Et chose très importante, dans le modèle de l'agriculture intensive, on met quelque chose à un rendement maximal dans des conditions climatiques stables pour en tirer le meilleur rendement, sauf qu'on l'a vu dans l'introduction de cet exposé, on ne connaîtra plus jamais de conditions climatiques stables, et donc de fait, il nous faut instituer une forme de robustesse, une forme de résilience dans notre production agricole. Et comment on rajoute aussi l'arbre, ça c'est les techniques d'agroforesterie. En fait, les racines des arbres permettent d'aller en profondeur pour réinfiltrer l'eau. Et ce sont aussi des climatiseurs naturels, les arbres. C'est très important à comprendre. En fait, un arbre en bonne santé, il transpire environ 400 litres d'eau par jour. Et donc, si vous mettez ça dans un champ agricole, vous protégez une partie de votre sol du soleil, ça fait un ombrage, et vous avez une forme de climatisation qui permet de limiter l'impact du trop chaud sur les différents types de production. Voilà, pour aller très vite, du coup, sur ces questions agricoles. Je vous propose maintenant d'aller sur les questions, du coup, industrielles. On va commencer par les questions industrielles, je crois, et après, je vais faire électriques d'abord. Donc, aujourd'hui, notre production électrique en France, c'est 74% lié à l'énergie nucléaire et 12% lié à l'énergie hydraulique. Et ce que j'aimerais essayer de voir avec vous, c'est est-ce que c'est viable, ça, pas pour des questions morales ou de sécurité, mais simplement avec la contraction de la ressource en eau. On va avoir de l'eau plus chaude et on va avoir moins de débit dans les cours d'eau. Et donc, ce que je vous propose d'analyser là pendant quelques minutes, c'est est-ce que c'est viable, est-ce que c'est possible d'avoir un nouveau parc nucléaire dans le cadre d'un changement climatique fort.
Pour ça, il faut comprendre deux choses. On a deux types de circuits nucléaires. Les circuits nucléaires ouverts qui prélèvent beaucoup d'eau, mais qui rejettent 98% de l'eau prélevée. En fait, vous avez très peu d'eau consommée dans les circuits ouverts. La problématique principale pour ces centrales-là, c'est le réchauffement des cours d'eau. Quand l'eau est trop chaude, eh bien, vous ne pouvez pas réinjecter l'eau dans les cours d'eau pour des questions de prélèvement, de préservation de la biodiversité aquatique. Et donc, en fait, vous êtes obligé de vous arrêter quand l'eau des centrales en circuit ouvert est trop chaude. Les centrales en circuit fermé, c'est les centrales que vous voyez en général dans votre imaginaire. C'est les grandes tours aéro-réfrigérantes. En fait, ces centrales-là, elles vont restituer environ 60% de l'eau prélevée, mais on a une bonne partie qui va être évaporée. Et donc, en fait, ces centrales en circuit fermé, elles vont pas être trop affectées par la température de l'eau en sortie, bon, en tout cas moins, mais par contre, elles sont affectées par le débit des cours d'eau, puisque vu qu'elles consomment de l'eau, elles en enlèvent et donc elles participent à réduire le débit des cours d'eau. Et en fait, ce qui est intéressant de voir scientifiquement, c'est qu'est-ce qui se passe si on prend des scénarios de nouveaux parcs nucléaires français. Est-ce que c'est viable du coup? Est-ce qu'on n'aura pas une eau trop chaude ou est-ce qu'on n'aura pas des débits trop faibles pour produire? Et donc c'est le travail qu'a fait... Voilà, donc c'est le travail qu'a fait RTE. Donc ils ont modélisé la contraction de l'offre et également les évolutions de demande. Puisqu'en tout cas pour l'électricité, je suis désolé là c'est un peu... Non, si ça va, c'est lisible. Pour l'électricité, vous savez que dans la transition écologique qu'on doit mener, en tout cas dans la décarbonation de notre économie, on va devoir produire plus d'électricité. Pourquoi on va devoir produire plus d'électricité? On va devoir produire plus d'électricité, notamment pour notre mobilité électrique. On va avoir aussi, si on gère mal ces éléments-là, des consommations plus importantes pour la climatisation. Et il y a une volonté de se décarboner, donc d'électrifier une partie des usages industriels, et notamment la production des hauts fourneaux, etc. Donc ça, c'est une tendance très importante. Et en fait, il y a différents du coup, scénarios qui sont proposés par RTE. Un scénario de sobriété des usages et de la consommation, moins de besoins énergétiques, ça veut dire 555 TWh de production électrique, et des scénarios de réindustrialisation forts. Et donc en fait, dans ces différents scénarios, RTE a modélisé le fait de regarder si le mix électrique tient. Et en fait, la réponse qui est assez intéressante à voir, c'est que, vous le savez, notre mix électrique, il est dimensionné en réalité pour tenir pour faire face aux pics de consommation estivaux. Et donc ce qu'a fait RTE, c'est se placer dans les pires scénarios. Donc ici, vous avez la part de la production électrique perdue dans le cas des pires canicules et sécheresses. Donc ici, ils sont placés dans ce scénario-là, c'est-à-dire les maxima de puissance perdus. Donc ici, on a regardé là sur ce 0%, c'est-à-dire en fait des canicules extrêmement fortes, du coup beaucoup de demandes en électricité pour la climatisation et en même temps conjugué à des sécheresses très fortes, c'est-à-dire des fleuves très chauds donc, et des débits du coup très faibles et donc de prélèvement. Et en fait ce que nous donne RTE, c'est cette courbe-là, c'est-à-dire dans les pires scénarios, dans le cas de 14 nouveaux centrales nucléaires, 14 nouvelles centrales. Vous voyez ici la production, d'accord. Vous avez les différentes, il y a une partie solaire, une partie éolien, une partie de baseline nucléaire. Et vous avez en noir ici, à 2050, ici, la production d'électricité, d'accord, possible. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que même dans les pires scénarios de canicule et de sécheresse, ça tiendrait, mais on est super juste dans un scénario de 14 nouvelles centrales nucléaires, donc c'est un scénario très nucléarisé. Ça, on en déduit quoi? On en déduit que, a priori, le nouveau parc nucléaire, c'est à peu près gérable, mais on va être très proche quand même des dépassements, d'accord? C'est-à-dire en fait d'avoir un déséquilibre très fort entre offre et demande, et du coup avoir des besoins de délestage ou des besoins ou carrément des blackouts possibles. Je crois que je vous ai remis ici. Voilà, ça fait du coup un manque de plus de 15 gigawatts de puissance. C'est des pertes de 3% sur la production annuelle, mais c'est beaucoup plus important du coup sur la période estivale. Simplement, il faut quand même avoir en tête que ces projections-là,
elles sont à isopérimètre. Ça dépend des autres usages agricoles, notamment, et des autres usages de l'eau. Et la conclusion aussi, c'est qu'en fait, plus on produira d'électricité également, plus on mettra une pression sur cette ressource en eau. Et donc, en fait, tout scénario de sobriété est un scénario de dérisquage par rapport, du coup, aux besoins d'électricité qu'il nous faudra remplir. Je vais passer maintenant sur la partie industrielle que vous connaissez toutes et tous. Ici, je vous ai remis la courbe que je pense vous avez déjà toutes et tous vue. C'est la dégringolade de l'emploi industriel en France entre 1974 et 2019. On est passé du coup à peu près de 5,7 millions d'emplois industriels à 3,2 millions fin 2019. On commence à réinverser poussivement la courbe, mais on est quand même sur des niveaux de désindustrialisation très importants pour notre pays. Aujourd'hui, l'industrie en France, elle n'est pas du tout dans les plus gros consommateurs ou prélèveurs d'eau. D'accord ? C'est absolument pas le cas, puisqu'on s'est beaucoup désindustrialisé et puisque le nucléaire et l'agriculture prennent beaucoup. En revanche, elle va générer en partie des pollutions. D'accord ? Il y a 4 types de pollution. Les pollutions organiques, donc c'est plus lié ici à l'agriculture, c'est-à-dire grosso modo des excès de matières minérales, notamment liés aux différents engrais, qui vont faire les algues vertes et ce genre de phénomène. Vous avez les pollutions chimiques. Là, il y a une partie des pollutions chimiques qui peuvent être des pollutions industrielles. On avait parlé notamment de façon pendant un moment sur les PFAS, qui sont du coup des polluants internels rejetés par une partie de l'industrie et qui ont des conséquences sanitaires importantes et des difficultés dans leur élimination par la nature. Et vous avez 2 types de polluants autres, les polluants émergents. Les polluants émergents, c'est des polluants que l'on ne connaît pas, que l'on connaît mal. En particulier, vous vous rendez compte aujourd'hui, quand on fait les analyses dans les eaux des rivières, etc., une augmentation très importante du taux d'oestrogène dans ces eaux-là. Et donc, de fait, une dégradation qu'on voit en fait en même temps. Il faut encore que les études scientifiques le confirment, mais vous avez aussi une chute sur cette même période de la fertilité masculine, et donc il peut y avoir un lien entre ces différents éléments. Et c'est ça qui est important à comprendre avec ces questions de pollution, c'est qu'en fait, on ne maîtrise pas grand-chose. On ne voit pas vraiment les analyses, puisqu'il y a tout un tas de cocktails de polluants qui ne sont pas réellement détectés dans la nature, et des conséquences sur la santé qui sont difficilement anticipables, et en particulier qu'on ne peut que comprendre, que constater, souvent après des effets importants. Et puis vous avez les pollutions diffuses, ça c'est notamment les résidus de glyphosate qui se transforment, etc. Donc c'est toute une catégorie de pollution dont il n'est pas possible, du fait de transformations importantes, c'est aussi les microplastiques, d'identifier la source précise. Et donc ce qu'on propose nous dans la note pour lutter contre ces pollutions, c'est de mettre en place un principe, c'est le principe de précaution, c'est-à-dire d'avoir une idée d'inverser le rapport de preuve, c'est-à-dire c'est à l'industriel de prouver que son produit n'est pas dangereux avant que ça soit aux ONG de faire ces éléments-là. Il faut vraiment un principe de précaution qui s'applique. Également, on proposait une réapplication du principe du pollueur-payeur et une responsabilité élargie des producteurs pour les pollutions diffuses, c'est-à-dire que grosso modo, par exemple, que ce soit les industriels du plastique qui soient un peu plus sollicités pour participer à la dépollution. Et enfin, c'est extrêmement important, il faut améliorer les moyens de détection des polluants en élargissant le nombre de substances recherchées, en augmentant les moyens de recherche sur la détection et en investissant dans la dépollution. Moi, je serais ravi d'avoir des débats sur ces différents éléments sur la lutte contre les pollutions et puis la façon dont les industriels pourraient y contribuer. Chose très importante aussi, la France souhaite réindustrialiser, donc avec les différents plans de relance, on est autour de 40-50 milliards investis, notamment dans le numérique et dans l'industrie 4.0, mais souvent il y a quelque chose qui est assez mal pris en compte, c'est la question de l'eau sur l'approvisionnement en matières premières. Donc en particulier, vous avez aujourd'hui une dynamique en cours qui est de substitution d'un extractivisme fossile vers un extractivisme minéral. C'est-à-dire que vous allez progressivement remplacer le pétrole, le
le gaz par du cuivre, du lithium, etc. Sauf que ces productions-là, donc ici par exemple je vous ai mis les augmentations, les demandes de ressources minérales en fonction des scénarios de transition. Vous avez par exemple ici dans le scénario en 2020 une multiplication par 4 dans le scénario SDS, c'est-à-dire scénario grosso modo à peu près à 3-4 degrés sans grand changement. Et si on va vers l'objectif de degrés, on a une augmentation très importante des demandes en métaux, notamment drivées par la voiture électrique, les réseaux d'électricité, etc., etc. Donc c'est assez important. Vous voyez notamment que par rapport à 2020, si on va à fond sur les éléments de voiture électrique, ou en tout cas si on va très très vite sans sobriété de la bifurcation vers cet extractivisme fossile vers un extractivisme minéral, on a notamment une consommation de lithium multipliée par 42, une consommation de cobalt qui est multipliée par 21, etc. Et ça crée de nouvelles dépendances géopolitiques. C'est important à comprendre aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la puissance qui a l'intégralité, c'est un rapport qui est très bien de Carbon 4 si vous voulez le consulter. Aujourd'hui, l'extraction des minerais, elle se retrouve notamment beaucoup au Chili, en République démocratique du Congo pour le cobalt, où on a une situation de guerre civile, de guerre très importante et donc en fait des conséquences humanitaires absolument désastreuses pour la production de cobalt. Et vous avez partout, en tout cas sur le raffinage et la transformation, une industrie qui est complètement contrôlée par la Chine. C'est-à-dire, en fait, la Chine a, par ses nouvelles routes de la soie, les liens avec le Chili, la République démocratique du Congo, l'Australie, etc. Elle récupère tous les métaux, les minerais chez eux, elle les traite, elle les transforme et ensuite, elle les utilise en partie pour son industrie d'abord et ensuite, elle va les vendre aux différentes puissances productrices. Voilà. Et chose très importante aussi, c'est la question de l'eau à nouveau. Ici, je vous ai mis les points bleus, ce sont les 50, je crois que j'ai mis 50% des mines en cours sur la production de cuivre. Et en fait, vous vous rendez compte que toutes ces mines-là, elles sont dans des zones à très fort stress hydrique. Je vous ai mis les projections, il me semble, ici, à 2030 du stress hydrique, donc c'est aujourd'hui. Et en fait, on va se retrouver dans des situations comme au Chili, où il va falloir choisir, où les Chiliens devront choisir entre avoir de l'eau au robinet et produire leur lithium. Et donc, vous allez avoir, si on va trop loin dans cet extractivisme métallique, des ruptures de chaîne d'approvisionnement du fait de ces questions purement de disponibilité physique par rapport à une ressource en eau et notamment les choix d'arbitrage qui devront être faits par ces pays qui ont les ressources minérales mais qui vont nécessiter des consommations d'eau très importantes. Je pourrais vous donner les ressources pour aller plus loin sur ces éléments-là. Il y a l'Institut français du pétrole, l'IFP Énergie Nouvelle, qui a fait d'excellentes études sur chacun de ces métaux, voir si c'est la contrainte géologique qui prédomine ou si c'est la contrainte hydrique qui va limiter la production, etc. Et le message ici que je voudrais donner, c'est qu'il faut y répondre par une forme d'économie circulaire beaucoup plus importante, c'est-à-dire circulariser un maximum chacun des métaux, augmenter le taux de recyclage, intégrer tout ça dans le paradigme d'une circularisation maximale, allonger les durées d'usage, aller sur des approvisionnements durables, faire de l'éco-conception, etc. Et le paradigme hyper important, qui n'est pas un paradigme d'Amish, c'est la low-tech, c'est-à-dire construire des typologies de produits qui soient réparables, modulables, avec une durée de vie maximale et donc qui permettent de limiter son impact et donc de aussi dérisquer une partie de la production. Et ça, c'est extrêmement important. Et encore une fois, c'est pas un discours idéologique, c'est simplement par rapport aux contraintes physiques qu'on va constater, on essaye de proposer des solutions un peu plus claires. Je m'achemine tranquillement vers la fin de mon exposé. J'ai un peu dépassé, mais je pense que je vais réussir à terminer dans 5 petites minutes. Pour l'eau domestique, il y a un enjeu très important de rénovation du réseau de canalisation. Aujourd'hui, on perd 1 litre sur 5 en France dans l'acheminement de l'eau potable et la distribution parce que les canalisations sont mal entretenues. Vous me direz, on s'en fiche, ça revient dans la terre, etc. Sauf que non, justement, c'est particulièrement problématique puisque lorsque l'eau va sortir de la canalisation, elle va se charger en pesticides, engrais qui sont dans le sol, et également vous pouvez avoir des remontées de polluants dans les canalisations trouées. Ça s'appelle le phénomène des eaux claires parasites. Les eaux claires parasites, c'est en fait une aspiration directement dans les canalisations lorsqu'il y a beaucoup trop d'eau. En fait, vous avez par les fuites de l'eau contaminée qui va re-rentrer dans l'eau de votre robinet et donc vous avez des pollutions qui ne sont pas contrôlées et qui se retrouvent dans ces eaux. Donc c'est un enjeu sanitaire aussi, cette rénovation
des canalisations. Nous, ce qu'on proposait à l'Institut Rousseau pour le faire, c'est d'avoir un schéma de tarification progressive. Aujourd'hui, le service de l'eau, il ne peut pas faire la sobriété de lui-même. Pourquoi? Parce qu'on est dans un modèle de l'eau paye l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous avez de consommation d'eau, plus vous avez de ressources budgétaires pour les collectivités pour financer la rénovation de votre réseau. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est de changer ce paradigme-là avec un paradigme de tarification progressive de l'eau. Certaines villes l'ont fait, Montpellier, Dunkerque, et en fait, ça marche exactement comme une forme d'impôt progressif, c'est-à-dire des premiers mètres cubes d'eau qui seraient quasi gratuits, une deuxième tranche qui serait autour des points des coûts de fonctionnement du réseau, et une troisième ou une quatrième tranche qui serait taxée beaucoup plus haut et qui permettrait de financer la rénovation du réseau. Dernier élément très important de cette présentation, j'aurais pu commencer par cette superbe carte de la France et des différents bassins versants. En fait, ce sont les différents bassins, c'est-à-dire c'est des zones hydrogéologiques qui ont les mêmes caractéristiques les unes avec les autres. Et en fait, cette répartition en France, ici vous avez la répartition des nappes, elle est basée sur des institutions. En France, on a 6 agences de l'eau. Donc, on avait une agence de l'eau qui gère ce bassin versant là, une qui gère celui-ci, une qui gère celui-ci. Et ça, c'est un dispositif institutionnel qui est très fort pour instituer la sobriété hydrique. Nous, on propose que ces agences de l'eau, du coup, ça devienne des organismes publics chargés d'une planification du préservement de la ressource en eau. En gros, on utiliserait les opérateurs de l'adaptation, donc l'ADEME, Météo France, etc., pour proposer une vision de l'augmentation du stress hydrique. Par exemple, disons que sur le bassin versant de la région parisienne, on a une augmentation du stress hydrique de 20%. Et ben, il faut que les agences de l'eau planifient des projets de sobriété hydrique, des contraintes sur les collectivités pour faire diminuer collectivement ces prélèvements de 20% et de façon organisée. Elles auront du coup une enveloppe budgétaire pour ça, donc notamment pour la rénovation du réseau. Et elles veilleront à l'application des réglementations environnementales. Et elles assureront surtout la coordination et la territorialisation des mesures. Voilà. Donc les 3 étapes pour instituer cette sobriété hydrique, c'est utiliser la connaissance scientifique pour forger des objectifs spécifiques à chaque bassin versant, mettre en débat et faire voter ces éléments-là avec les parlements de l'eau, et utiliser les agences de l'eau pour faire appliquer ces éléments de sobriété hydrique et donc progressivement organiser un partage démocratique de l'eau. Et je vais terminer avec cette conclusion sur un livre, moi, qui m'a beaucoup parlé et qui va un peu élargir autour des questions de l'eau. C'est le livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Ce livre-là, il va décrire quelque chose qu'on appelle le cycle pénurie-abondance, et il va revenir sur une idée assez répandue, que c'est la compétition qui fait le bonheur des peuples, et c'est en particulier la compétition qui sélectionne les individus les plus aptes, etc. Et en fait, ce que Pablo Servigne et Gauthier Chapelle vont montrer, c'est que c'est tout à fait le contraire. C'est la coopération qui va générer qui va permettre en fait aux groupes humains de s'adapter à leur milieu et donc d'être sélectionnés. Dans ce petit schéma, on part d'un scénario de pénurie ou de crise, et en fait dans ce scénario de pénurie ou de crise, du fait par exemple d'un changement climatique, d'une catastrophe naturelle, d'une maladie, du fait qu'il y ait moins d'eau, etc., et en fait vous vous retrouvez avec, du coup, face à un environnement hostile, les groupes humains qui vont être sélectionnés, mais aussi dans la nature, c'est les comportements prosociaux. C'est-à-dire qu'en fait, face à l'hostilité, l'entraide devient le mode de sélection majoritaire. Les groupes les plus à même de survivre sont les plus cohésifs et coopératifs. C'est-à-dire qu'en fait, dans un environnement dégradé, les groupes humains qui se tirent la bourre pour avoir les dernières ressources sont éradiqués par la sélection naturelle. Et au contraire, les groupes humains qui ont institué les formes de réciprocité et de coopération au plus haut niveau sont sélectionnés et survivent. Une fois qu'ils ont survécu, ils s'adaptent en fait à leur milieu. Et dans cette adaptation à leur milieu, ils érigent en comportement majoritaire. Du coup, ça crée en fait de l'efficacité, de l'innovation. Ça permet la diversification. Et on revient après l'adaptation à une période d'abondance. Et en revanche, une fois que cette période d'abondance, elle va se traduire par un extractivisme important du milieu des matières premières, puisqu'il n'y a pas de danger, en fait, progressivement, les valeurs de compétition, elles vont reprendre le pas. Et ces valeurs de compétition qui vont reprendre le pas, elles vont provoquer une extraction plus importante du milieu et une destruction progressive des scénarios
des réflexes d'entraide qui faisaient le lien en fait du groupe social. On n'a plus de sentiments communs partagés, on en a de moins en moins de sentiments d'égalité, de sécurité et de confiance, et une destruction des mécanismes de réciprocité, c'est-à-dire récompense, punition, réputation. Et en fait, par ce biais-là, vous recréez une forme de pénurie dans les deux bouts. C'est-à-dire que puisque vous avez détruit des réflexes d'entraide, on se bagarre pour s'accaparer les ressources, premièrement. Et deuxièmement, puisqu'on se bagarre pour accaparer les ressources, il en faut plus que le voisin, et donc on extrait plus. Et si on extrait plus, en fait, on recrée des conditions particulières qui vont dégrader l'environnement. Et donc vous retrouvez ensuite cette situation de pénurie. Et ce petit modèle qui est décrit dans le livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, avec une étude précise du vivant, des groupes humains, mais aussi de tous les phénomènes biologiques de symbiose, etc. C'est assez puissant pour comprendre en fait nos sociétés et nos rapports à l'environnement, aux différents communs comme l'eau. Et donc je terminerai avec cette situation de Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même de cette façon que cela s'est toujours produit. Je vous remercie pour votre attention. Et il nous reste évidemment quelques minutes pour que vous puissiez poser vos questions à Eliane. Je suis sûre que vous en avez. Donc n'hésitez pas, comme ce matin, des micros peuvent circuler. Oui, Olivier. Alors, je me permets de prendre un micro. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, c'est brillant. Il y a plein d'informations. J'ai deux petites questions. Une première, c'est qu'on s'est posé la question de mettre ce thème aujourd'hui parce qu'on sort quand même d'une année 2024 qui est hyper pluvieuse et donc de se dire que prendre quoi noter. Prendre quoi noter, d'accord. Oh là là. Et donc il n'a pas arrêté de pleuvoir. Heureusement hier il n'a pas plu, donc on a pu bénéficier de la péniche et de Paris dans un beau temps. Mais finalement, il a quand même beaucoup plu cette année, quoi. Donc est-ce que ça relativise pas ce sujet autour de la sécheresse, de la tendance à la sécheresse? Et puis la deuxième question, et c'est dommage, un de nos adhérents participe au contrat stratégique de l'eau, et Jérôme Mougel va participer aussi au débat, qui est aussi un industriel du contrat stratégique de la filière eau. Et je pense à Damien Verret, qui est le patron d'une entreprise qui s'appelle le groupe Clair, et qui lui milite aussi sur ce que vous avez présenté, c'est-à-dire une tarification. Il dit finalement c'est un sujet de modèle économique. L'eau, quand l'eau était abondante, elle coûtait pas cher. Maintenant, il faut avoir une tarification différente selon qu'on ait besoin de boire et de se laver. Ça, c'est les besoins primaires. Mais si on a une piscine et 3 voitures ou 4 voitures, quand on lave ces voitures, on peut payer l'eau un peu plus cher. Et lui, il milite sur ce sujet-là et il dit vraiment changeons le modèle économique de l'eau. Alors ma question plus sérieuse, c'est celle-ci, c'est est-ce que cette proposition que vous avez faite, elle a marqué les politiques? Est-ce que c'est un sujet qui est pris? Parce que voilà je pense une proposition qui permettrait de retrouver de la ressource pour investir dans les canalisations et les réseaux. Je me permets d'abonder par rapport à la première question avec une annexe à la première question qui serait la question de la résilience. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il pleut. Je suis dans une région, le Rhône-Alpes, où normalement on voit du ciel bleu et il fait bon. Et ça fait depuis 2 mois qu'on voit que de la pluie et du mauvais temps. Ça serait très regrettable de mon point de vue de citoyen, tout simple, absolument pas savant comme tout ce que l'on a vu, que dans 2 mois on me dise on est en sécheresse. Donc qu'est-ce qu'on a fait de toute cette pluie qui est tombée depuis 2 mois pour paraphraser autrement, est-ce qu'à Dubaï ils auraient pu trouver une façon pour stocker tout ce qui est tombé en un jour? On ne peut pas accumuler la foudre, mais peut-être on peut accumuler la pluie. Il y a des moments où il pleut énormément à cause de ces changements climatiques. Est-ce qu'il y a des solutions de résilience pour stocker l'eau à long terme quand il y en a, pour le moment où il n'y en a plus, notamment pour une agriculture, par exemple, plus soutenable? Merci pour cette question. Eliane, on va déjà répondre à ça et puis après on verra.
Alors, il a plu en 2024. C'est très intéressant effectivement de bien comprendre quelque chose. C'est que le cycle de l'eau, les inondations qu'on a eues dans le Pas-de-Calais et les sécheresses qu'on a eues en 2022, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous augmentez l'évaporation, vous augmentez la quantité d'eau dans l'atmosphère et vous avez des événements, notamment des événements de précipitations extrêmes plus importants. J'aurais pu vous montrer la carte des précipitations extrêmes. Plus d'évaporation, c'est plus de précipitations extrêmes. Et la chose aussi à comprendre, c'est que météo et climat, et c'est absolument fondamental, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir une année 2024 avec beaucoup d'eau, ça ne remet pas en cause que les projections climatiques disent que structurellement, en tendance longue, c'est-à-dire sur une moyenne, sur l'année 2022, donc les moyennes que je vous ai montrées, c'est autour de 2050, on va avoir un assèchement important. Cet assèchement important aussi, il faut comprendre que plus on est sec, plus on assèche du coup les sols, moins ils sont en capacité de retenir l'eau. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la même quantité de pluie et des nappes moins bien remplies parce que vous avez une vague de sécheresse importante qui ont en fait contracté les sols et donc empêché la rétention d'eau de façon importante. Aujourd'hui, sur cette année 2024 où il a beaucoup plu, on est sur une particularité météorologique. Ça ne remet pas en cause les différents éléments qui sont donnés par les climatologues sur ces questions de sécheresse. Mais il faut se préparer aux deux en même temps. C'est-à-dire que la sécheresse et les inondations et les précipitations extrêmes sont les deux faces d'une même pièce. Puisque si vous évaporez plus, vous avez plus d'eau dans l'atmosphère et donc des précipitations plus importantes. Je vais quand même donner un élément important pour y répondre. On a aussi un peu d'incertitude sur les modèles de précipitation. Pourquoi ? Parce qu'en physique, aujourd'hui, en 2024, on a des difficultés à avoir des modèles théoriques très précis sur les nuages. On marche par modèle ad hoc, c'est-à-dire grosso modo dans telles conditions, tel nuage se forme. Et du coup, quand vous regardez les projections du GIEC dans l'AR6, vous avez une zone d'incertitude vous avez une partie de l'Europe qui s'assèche et une partie de l'Europe qui est plus humide. Et la délimitation, elle est exactement en fait sur le territoire français. On sait que l'Espagne s'assèche, on sait que le sud de la France s'assèche, on sait que l'Angleterre va s'humidifier, mais la barre entre les deux est un peu plus compliqué. Grosso modo, on peut penser, mais après je parle sous énorme contrôle et donc je ne veux pas être péremptoire là-dessus, que la France en général va s'assécher, en particulier dans le sud et dans le nord, on aura probablement un peu plus de précipitations et un peu plus d'humidification. Le message quand même que je veux passer pour répondre à cette question, c'est vraiment celui-là, météo et climat, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir une année qui est très froide et des augmentations de température en globalité, ça c'est le message du GIEC depuis des décennies et des décennies, et le consensus scientifique nous dit qu'on va être confronté à des phénomènes de sécheresse beaucoup plus importants et qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on a vu sur l'année 2022. La question, c'était justement comment profiter de la météo quand elle nous est favorable. On ne mettait pas du tout en doute la question climatique. La question, c'était de dire il pleut beaucoup. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui de stockage ? On stocke l'électricité justement avec des piles au lithium pour aller vers la transition énergétique en détruisant et en exploitant la Chine et la République démocratique du Congo. Mais donc ça, c'est très bien qu'on fasse de l'électricité comme ça. On stocke l'électricité comme ça, comment on va stocker aussi l'eau qui nous tombe en surabondance pour en profiter pendant les périodes de sécheresse. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, d'envisager ? Ouais, sur la question j'allais y répondre, hein. Sur la question du coup du stockage, moi je ne suis pas un avocat du stockage. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'idée, c'est nous ce qu'on défend à l'Institut Rousseau et en particulier dans l'association de Charlène Descolonges, c'est justement de régénérer le cycle de l'eau. Si vous stockez du trop d'eau, en fait vous l'extrayez directement du cycle de l'eau. Vous l'accaparez pour un usage particulier. Après, pour certains, je suis pas péremptoire sur un certain nombre d'usages industriels ou d'éléments un peu plus ou d'usages très particuliers, ça peut être possible de stocker l'eau. Mais ce qu'il faut donner beaucoup plus, c'est en fait faut pas mettre l'eau dans une bassine et puis attendre et puis l'utiliser quand on en aura besoin. Non, il faut justement que cette eau elle puisse recirculer jusqu'au sous-sol pour remplir les nappes, etc. Puisqu'en fait, si vous avez un excès d'eau et que vous l'empêchez aussi
de revenir dans le cycle de l'eau global, et ben vous accélérez encore le cycle de l'eau d'une façon, puisque vous empêchez sa réintégration. C'est également le problème de l'imperméabilisation des sols. On en a très peu parlé, mais quand vous imperméabilisez les sols en ville ou bien dans l'agriculture, avec du coup tous les mécanismes qui vont détruire la biodiversité des sols, et ben vous accélérez le cycle de l'eau, puisque cette eau, elle ne s'infiltre plus réellement, et donc elle dévale les pentes, elle fait des inondations, ou bien elle est réévaporée directement, et donc vous asséchez vos nappes, vos débits, et donc vous pouvez vous retrouver avec une année super pluvieuse et pourtant une sécheresse difficile parce que vos sols ne sont plus capables d'absorber de l'eau. Et je terminerai du coup sur la tarification progressive. Oui, moi je pense que c'est un modèle économique tout à fait viable. On a fait si je refais l'exemple avec l'impôt sur le revenu, l'impôt il est progressif pour des questions de justice, et avoir une forme de tarification progressive, c'est vraiment un nouveau modèle économique à développer. On ne l'a pas inventé, c'est expérimenté par plein de collectivités. Je crois que Montpellier le fait, je l'avais mis dans les figures. Dijon aussi l'utilise, et ça a deux caractéristiques en général, c'est qu'on voit une diminution, une sobriété des usages qui est constatée, et également une augmentation des recettes si on le calibre bien. On peut calibrer ça de façon beaucoup plus claire. Et puis ce mécanisme de l'eau paye l'eau, il n'est pas adapté à instituer une sobriété, puisque si vous avez une sobriété plus importante, et ben vous diminuez de fait vos ressources économiques. Merci Liane. Oui, on prend une question là-haut et puis après on conclura. Allez-y. Oui, allô, 1, 2. Si vous m'entendez? D'accord. Alors j'ai deux questions. Juste la première pour essayer de donner une synthèse. La molécule d'eau ne sort pas de l'atmosphère. Donc le sous-entendu, c'est de dire qu'indirectement, elle reste aujourd'hui sur le système, enfin du moins sur la planète. Ce qui veut dire que du coup, il y a un sujet d'adaptabilité. Il y aura plus d'eau, il y aura moins d'eau. Ça va dépendre en tout cas des lieux et comment du coup le climat va évoluer. Mais du coup, en prenant le deuxième sujet, qui est le côté de la sobriété, couplé à l'approche croissance, on nous parle sobriété, mais on nous dit croissance économique. Du coup, d'un point de vue scientifique, vous l'interprétez comment, ce sujet économie et sobriété? Une autre question peut-être? Pour traiter les deux en même temps. Oui, bonjour. J'ai cru comprendre tout à l'heure, donc vous avez fait une simulation à propos du prix du mètre cube avec une tarification adaptée. Il faut bien penser qu'en France, dans l'eau, il n'y a pas que l'eau qui est payée à la consommation, il y a le traitement des déchets et il y a tout le réseau d'assainissement, etc. Donc il faudrait peut-être déconnecter tout ça parce que c'est quand même deux choses totalement différentes, quoi. Et les investissements ne sont pas forcément les mêmes dans les réseaux et dans le traitement des eaux derrière, quoi. Et ma deuxième petite question, c'est, je n'ai pas vu évoquer le sujet des steppes, qui est une formidable idée aussi pour essayer de faire tourner en boucle l'eau et jouer sur la notion d'utilité, d'utiliser l'énergie pas chère au bon moment et remplir les nappes en amont de telle manière à boucler au mieux et ne pas renvoyer directement à la mer. D'accord. Merci. Allez-y, allez-y. Ok. Alors, oui, effectivement, la molécule d'eau, en général, elle ne sort pas de l'atmosphère, et donc vous êtes sur une modification du cycle, d'accord? C'est-à-dire que vous en avez plus dans l'atmosphère, moins dans les sols, pour être très rapide. Et vos usages des sols, la façon dont vous les utilisez, vont faire que plus ou moins vous allez accélérer votre cycle de l'eau. La question de la croissance, moi je la trouve intéressante, peut-être un peu mal posée en général. C'est sûr qu'en fait, moi j'ai la conviction profonde que si on continue du modèle de la croissance pour la croissance, eh ben, c'est impossible de s'adapter pour de vrai aux conséquences du changement climatique, puisque vous êtes dans un mécanisme de fuite en avant. Si on veut s'adapter dans le cadre de la croissance, on va courir après notre lapin en permanence, c'est-à-dire grosso modo on va corriger les problèmes créés par le surplus, l'absence de sobriété en permanence, on va les corriger et puis on va aller dans des conséquences plus graves, et donc on va être en incapacité de se corriger, d'avoir une institutionnalisation vraiment, enfin un retournement de système quoi en réalité. La façon dont on peut comprendre ça, c'est que si l'adaptation en général, elle n'est pas organisée collectivement, ça va être une adaptation qui va être très coûteuse, parce qu'en fait, on va passer notre temps et notre énergie et nos deniers publics à réparer les catastrophes qui ont été créées. On va aussi avoir du coup une adaptation qui va être en particulier, si elle n'est pas organisée,
climaticide, c'est-à-dire que si on l'organise pas, chacun va s'équiper de sa petite clim et donc 2 éléments en même temps, vous augmentez les émissions de gaz à effet de serre et en plus vous recrachez du chaud dans les villes derrière et donc c'est d'autant plus insupportable et donc vous êtes dans un phénomène de fuite en avant et la fuite en avant ça dure un moment mais à un moment on tombe de la falaise, c'est un peu Bip Bip et le coyote, c'est-à-dire qu'il court longtemps lorsqu'il a dépassé le canyon sauf qu'à un moment il se rend compte qu'il est dans le vide et il tombe. Donc on est également dans ces éléments-là. Après, nous, ce qu'on propose, enfin ce que j'essaye de mener dans mes réflexions, c'est comment on fait pour instituer une forme de sobriété. L'idée n'est pas de dire la croissance c'est le mal absolu, c'est le diable sur terre, c'est de faire comment on fait pour avoir ce changement de paradigme. Et personnellement, c'était le sens de ma conclusion. Je suis persuadé qu'une forme de décroissance, ça se conquérira en faisant de nouvelles institutions et des institutions de l'entraide. Et je peux donner un élément très rapidement. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle une forme de sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire grosso modo que collectivement on est chacun, toutes et tous 100-150 euros sur une carte vitale de sécurité sociale alimentaire et que ces 100-150 euros ne puissent être dépensés que chez des producteurs et productrices qu'on aurait conventionnés démocratiquement à l'échelle du territoire. Et ça c'est une forme d'institution de l'entraide qui permet du coup une bifurcation écologique ou une forme de changement de paradigme dans l'agriculture construit sur modèle démocratique. Et ensuite sur la question des steppes et du stockage de l'eau, effectivement, les steppes, c'est très utile pour avoir effectivement un stockage de l'énergie hydraulique et je pense que c'est quelque chose de bon à regarder et d'avoir en tête. Après, je suis pas en mesure d'être très péremptoire sur cette question dans le temps qui me reste. Ça permet d'avoir effectivement une source d'énergie pilotable. J'y suis plutôt favorable en réalité et c'est une solution qui a déjà été éprouvée et qui est je pense déjà bien maîtrisée en termes de technologie en France. Et puis vous parliez des différents éléments de tarification progressive, c'est pas des simulations de moi, j'ai simplement pris ce que faisait la métropole de Montpellier et de Dijon je crois sur la façon dont ils tarifient ces éléments-là et je suis pas en mesure de vous dire si ça prend en compte simplement l'eau ou l'intégralité du traitement des déchets, il me semble que ça prend tout en même temps, d'accord. Mais l'idée est la même. On peut tout à fait appliquer ce principe de tarification progressive aux déchets ou à tout type d'utilisation pour avoir une utilisation un peu plus intelligente, c'est-à-dire forcer les acteurs les plus émetteurs à émettre moins en les taxant un peu plus, ou bien s'ils ne le veulent pas, on a plus de recettes fiscales pour investir, etc. Merci beaucoup, Iliane. Merci pour la réponse à toutes ces questions et puis cette présentation il y a quelques instants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nos discussions à nous, elles vont se poursuivre.